Paris, la ville lumière, génère plus de richesses par habitant que presque toute autre ville européenne. Son secteur des produits de luxe à lui seul, dominé par des marques telles que LVMH, Hermès et Chanel, exporte chaque année pour 75 milliards d'euros de produits. Pourtant, dès que l'on sort de la périphérie, le boulevard périphérique qui entoure Paris, on entre dans un tout autre pays. Dans des endroits comme Lons-Valenciennes et Saint-Étienne, le chômage dépasse les 15%, les infrastructures sont en ruine et les services publics se sont effondrés. Ce n'est pas un hasard si la dette publique de la France a triplé au cours des 25 dernières années, atteignant 3 400 milliards d'euros. Les intérêts à eux seuls dépassent désormais tout le budget des universités et instituts de recherche. Pendant ce temps, depuis 2017, le pays a connu 7 premiers ministres, dont aucun n'a apporté de réformes durables. Les salaires réels stagnent, alors que le coût de la vie a beaucoup augmenté. Le système de retraite, autrefois pilier du modèle social français, consomme désormais 14% de l'ensemble de l'économie, soit plus que l'éducation, la défense et les transports réunis. L'accessibilité au logement s'est détériorée, et le chômage des jeunes atteint 18%, l'un des taux les plus élevés du monde développé. Le problème de la France, des dépenses excessives persistantes. Depuis plus de 51 années consécutives, l'État présente des déficits budgétaires, dépensant toujours plus qu'il ne collecte en impôts. Maintenant, l'addition arrive à échéance. Quand on y pense, c'est ironique. La France, après avoir aidé à créer les règles budgétaires de la zone euro, est aujourd'hui la principale menace pour leur non-respect. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la France était un modèle de prospérité. Elle a construit un État-providence complet, fondé sur un contrat social simple. En cas de maladie, l'État couvrait les soins. En cas de perte d'emploi, les allocations chômage vous soutenaient. Lorsque vous preniez votre retraite, une pension était garantie. Du berceau à la tombe, l'État prenait soin de vous. Pendant des décennies, ce modèle a fonctionné. La croissance était forte, le niveau de vie élevé, et la France est devenue la deuxième économie d'Europe. Beaucoup y voyant la preuve que le capitalisme et le socialisme pouvaient coexister, mais il y avait un piège. Les recettes seules n'ont jamais entièrement couvert les dépenses, et dont le déficit a été financé par la dette. En fait, la France a enregistré un déficit budgétaire chaque année depuis 1974. La dette n'est pas forcément mauvaise. Elle peut stimuler la croissance, si investie dans des projets productifs. Et pendant des années, la France a fait exactement cela. L'économie a connu une croissance, la population active était jeune et des millions de personnes cotisaient au système. Tout cela rendait les prestations sociales supportables, mais avec le temps, ce système était devenu de plus en plus difficile à maintenir. En essence, la France fait face à 3 problèmes. Une population en diminution, un exode industriel et un système politique incapable de résoudre l'un ou l'autre. Ces problèmes ne sont pas des questions distinctes, à traiter séparément. Ils sont liés, s'auto-renforcent et poussent ensemble le pays à une profonde remise en question. La crise démographique de la France est peut-être la plus urgente, et elle est pire qu'elle n'y paraît. En 2010, le taux de fécondité du pays s'élevait à 2,0 enfants par femme le plus élevé d'Europe. Aujourd'hui, il est à 1,6 et baisse encore. Le nombre de naissances est passé de 833 000 en 2010 à 663 000 en 2024. C'est une baisse de 20% plus forte qu'en Allemagne, et le moment aggrave la situation. Les baby-boomers français, nés entre 1945 et 1973, partent aujourd'hui à la retraite. À grande échelle, environ 80 000 personnes quittent la population active chaque année, alors qu'environ 70 000 jeunes les remplacent. Cela fait un déficit annuel de 10 000 travailleurs qui s'accumulent indéfiniment. Les chiffres ne correspondent plus. En 1990, 5 actifs soutenaient chaque retraité. En 2000, ce ratio est tombé à 4 puis à 3 en 2010. Et aujourd'hui, il est proche de 2. Vous voyez où cela mène. D'ici 2040, la France comptera 15 adultes en âge de travailler pour chaque retraité. Les retraites et les soins de santé prendront une part croissante du budget, alors que l'assiette fiscale pour les financer
continuera de baisser. Cela signifie que chaque travailleur français paiera non seulement pour lui-même, mais aussi pour la retraite de quelqu'un d'autre. Mais la situation empire, car la productivité ne compense pas. Dans une économie saine, la productivité des travailleurs augmente, grâce aux technologies, à l'éducation et aux infrastructures. Cette augmentation de la productivité peut compenser les effets du déclin démographique, puisqu'une personne peut accomplir le travail de 2 personnes d'il y a une génération. En France, la croissance de la productivité a cessé. Entre 2015 et 2023, la productivité française n'a augmenté que de 0,3% par an, soit la moitié de la moyenne de la Organisation de coopération et de développement économique. Cela crée un cercle vicieux. Une population vieillissante exige davantage de dépenses pour la santé et les retraites. Mais avec moins de travailleurs et une productivité stagnante, il y a moins de richesses pour financer ces besoins. La deuxième crise est le déclin industriel. En 1980, la fabrication représentait 26% de l'économie française. Aujourd'hui, c'est 13%. Cela pourrait ressembler à une désindustrialisation normale, un phénomène que connaissent toutes les économies avancées, lorsqu'elles se tournent vers les services. Mais en France, les conséquences ont été existentielles. Voici le problème. Les emplois industriels se concentrent et se multiplient. Un emploi en usine soutient 3 ou 4 postes supplémentaires dans la logistique, la maintenance, le commerce de détail et les services. Donc, lorsque des usines ferment dans des villes comme Lyon ou Lille, des écosystèmes entiers s'effondrent, la valeur des biens immobiliers chute, les jeunes partent, les recettes fiscales s'effondrent, et la population restante vieillit et devient plus dépendante de l'aide sociale. La France en a fait l'expérience directement lorsque l'euro a été introduit en 1999. Elle a perdu 90 000 emplois industriels en l'espace de 10 ans. La concurrence mondiale a joué un rôle, mais la France a également été particulièrement exposée en raison de ses lois sur le travail. Vous voyez, la main-d'œuvre française est la plus chère de la zone euro. En incluant les prestations sociales, les employeurs perdent près de 50% de plus que le salaire brut. À titre de comparaison, en Allemagne c'est environ 30%, et en Pologne c'est 20%. Et donc les fabricants sont partis. Pourquoi payer 3 fois plus un Français alors qu'en Pologne, le même travail coûte bien moins cher ? Le résultat a été un exode industriel. Les usines ont fermé et sont parties à l'étranger. Michelin a délocalisé la production de pneus de Clermont-Ferrand vers la Pologne et l'Espagne. Renault a transféré ses opérations d'assemblage au Maroc et en Roumanie. Et Peugeot Société Anonyme Peugeot Citroën a fermé ses usines à Aulnay-sous-Bois et déplacé la production en Slovaquie. Certains sièges sociaux sont restés en France pour des raisons fiscales. Mais la production est majoritairement partie. Ce qui restait, c'était une économie divisée, avec des services à forte valeur ajoutée concentrés à Paris, tandis que les provinces se retrouvaient avec une base industrielle en déclin. La troisième crise de la France est politique, et c'est la plus difficile à résoudre car elle est ancrée dans les institutions gouvernementales. Le problème débute avec la polarisation. La politique française s'est divisée en 5 grands blocs: l'extrême droite, le centre, la gauche et l'extrême gauche. Aucun de ces blocs n'est capable de former une majorité, ce qui laisse la chambre basse du Parlement divisée. Les compromis politiques sont presque impossibles, et chaque gouvernement ne survit qu'en évitant les décisions controversées. Lorsqu'Emmanuel Macron a fait passer la réforme des retraites, pour relever l'âge de départ de 62 à 64 ans, il a gagné légalement, mais perdu politiquement. Son parti s'est effondré. Sa popularité a chuté, et la réforme est devenue si toxique que personne n'a osé proposer quelque chose de similaire. Puisque ce climat politique va bien au-delà des retraites, il affecte tout. Prenons l'exemple de la réforme fiscale. Le système actuel est complexe, truffé de failles, et décourage l'investissement. Le corriger signifie que certains groupes perdent des avantages, suscitant protestations et retour de bâton politique. La réforme du travail en est un exemple. Des réglementations strictes maintiennent un chômage élevé chez les jeunes. Mais toute réforme suscite la résistance syndicale, des manifestations et un risque politique. Le résultat, c'est la paralysie. Depuis 2017, la France a eu 7 premiers ministres, la plupart en poste moins de 18 mois, promettant des réformes sans accomplir de progrès notables. La bureaucratie continue de fonctionner, l'État continue d'emprunter, mais les problèmes restent sans solution. Et voici la partie dangereuse.
Quand rien ne change, les électeurs ont tendance à se radicaliser. Le soutien au Rassemblement national, qui est le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, est passé de 18% à 33% au cours des 7 dernières années. Pendant ce temps, à gauche, le mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon détient désormais 22%. Entre ces deux poids lourds, les partis anti-establishment revendiquent plus de la moitié de l'électorat. Ils ne peuvent pas gouverner, mais peuvent empêcher les autres, ce qui leur donne un levier politique. Ainsi, dans la politique française, l'instinct de préservation est devenu autodestruction. Cela importe parce que les problèmes de la France exigent une action urgente et coordonnée dans plusieurs domaines à la fois. La crise des retraites ne peut pas être résolue sans réforme du travail, les marchés du travail ne peuvent pas être réformés sans politique industrielle, et la politique industrielle est impossible sans réforme fiscale. Tout est lié, ce qui signifie que tout doit avancer ensemble. Mais le système politique bloque désormais, sans le vouloir, précisément ce type de réforme globale. Ce que les gens croient l'emporte souvent sur le fait qu'une chose fonctionne réellement. L'économie en est la preuve. Pendant des décennies, le modèle économique de la France a fonctionné parce que les investisseurs croyaient qu'il continuerait à fonctionner. Mais aujourd'hui, cette croyance s'effrite. Le rendement des obligations françaises à 10 ans est monté à 3,2%, ce qui est le plus haut niveau depuis 2012 et presque équivalent à celui de l'Italie en matière de politique budgétaire. C'est un tournant spectaculaire pour la majeure partie de l'ère de l'euro. La France empruntait à des taux proches de ceux de l'Allemagne, signe que les marchés considéraient la dette française comme fondamentalement sûre. L'écart entre les obligations françaises et allemandes dépassait rarement 50 points de base. Aujourd'hui, il atteint près de 80 points de base et continue de croître. Cela peut sembler être un détail technique mineur, mais les implications sont profondes. Chaque point de base augmente de milliards les coûts d'intérêt pour la France sans possibilité de réduction ou de report. Ils doivent être payés intégralement et à temps, sinon le pays est en défaut de paiement. Le pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne, ensemble de règles sur les déficits et la dette, vise justement à éviter la situation actuelle de la France. Vous voyez, l'euro a été construit sur une idée simple, sans filet de sécurité commun. Chaque pays devait maintenir une discipline budgétaire. L'euro n'a pas d'union de transfert, pas de dette commune, et aucun soutien automatique des régions riches vers les régions pauvres. À la place, le système repose sur la rigueur budgétaire, et la plupart des membres s'y tiennent. La France, cependant, a enfreint ces règles depuis leur mise en place. Les limites officielles stipulent que les gouvernements doivent maintenir les déficits en dessous de 3% et la dette en dessous de 60% du produit intérieur brut. Mais la France affiche des déficits de 6% et une dette représentant 11,3% du produit intérieur brut. Chaque fois que Bruxelles aborde ce sujet, les Français acquiescent poliment et ne font rien. Au final, l'effondrement progressif de la France va à l'encontre des normes historiques. Elle dispose de l'énergie nucléaire, d'infrastructures solides, d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une influence mondiale et d'un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, elle dérive vers l'insignifiance, parce qu'elle refuse de prendre des décisions politiques difficiles. Les chiffres sont impitoyables. À ce rythme, la dette de la France dépassera 125% du produit intérieur brut d'ici 2030. Les paiements d'intérêts dépasseront 100 milliards d'euros, tandis que les retraites nécessiteront environ 50 milliards d'euros de renflouement annuel. Ce n'est pas tenable, sous aucune forme. Il va falloir faire des choix. Soit les législateurs prennent le taureau par les cornes et imposent les réformes, soit les marchés imposent l'austérité par la hausse des coûts d'emprunt. Sinon, la Banque Centrale Européenne enfreint ses propres règles et finance indéfiniment les déficits français. Quoi qu'il arrive, Paris restera une ville riche, ses marques de luxe prospéreront et les touristes continueront de visiter la tour Eiffel. Le reste du pays, cependant, pourrira lentement. La France qui autrefois façonnait l'Europe et défiait les grandes puissances mondiales deviendra stérile en une génération. La France pourrait devenir ce Britannique qu'elle a autrefois moqué, vieux, pauvre et édenté. Il existe, bien sûr, une solution au déclin démographique, et elle est technologique. La France a besoin d'un multiplicateur de productivité. La robotique offre exactement cela.
Des machines qui travaillent en continu, ne prennent pas leur retraite et peuvent compenser la perte de travailleurs humains. Un seul robot humanoïde, fonctionnant, 20 heures par jour et 350 jours par an, produira 4 fois plus qu'un travailleur humain avec une main-d'œuvre robotique. La France peut stopper son déclin industriel et retrouver sa pertinence. Les fabricants qui se sont délocalisés à l'étranger pourraient revenir sur le sol français. D'une certaine manière, la robotique est la seule solution qui répond à l'effondrement démographique sans nécessité de réformes politiquement toxiques. Même les fonds négociés en bourse qui finissent à main par arriver se concentrent sur les entreprises cotées en bourse, et non sur les startups privées, là où la véritable croissance a lieu. Cependant, Humanoid Global est l'une des rares sociétés d'investissement indépendantes qui investit directement dans des startups privées de robotique. Cette approche est unique et elle offre aux investisseurs particuliers un accès aux startups robotiques grâce à son portefeuille composé de 5 entreprises clés. 3 sont particulièrement pertinentes pour la France. La première est Agility Robotics, le développeur de Digit, un robot bipède soutenu par Amazon et Nvidia. Il gère la logistique des entrepôts, ce qui est essentiel pour la compétitivité des régions françaises. La seconde est Apptronik, qui a développé Apollo, un robot de fabrication polyvalent soutenu par Google et Mercedes-Benz. Déployé à grande échelle, les robots Apollo pourraient ramener en France des emplois industriels perdus après l'euro et corriger le coût du travail. La troisième, Formic, entreprise de robotique soutenue par Lux Capital et Mitsubishi, propose des robots par abonnement. Elle résout le problème des coûts initiaux d'automatisation que les petits fabricants ne peuvent tout simplement pas se permettre. Humanoid Global investit aussi dans RideScan, qui crée des plateformes de sécurité intelligence artificielle pour robots autonomes, et dans HowToRobot, une marketplace reliant entreprises et fournisseurs d'automatisation. Pour la France, la robotique est la seule réponse viable à sa société vieillissante et à la diminution de sa main-d'œuvre, et Humanoid Global est idéalement placé pour faire partie de la solution. Je suis votre hôte, Caspian Report. Si vous appréciez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, cliquer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Saul.